Bonjour. Bonjour, Merci d'être là ce merci matin. Je le disais à l'instant, hier, dans le cadre de votre niche parlementaire, vous avez proposé 12 textes, dont votre proposition sur le SMIC à 1 500 € net. Alors ça a été rejeté dans cette commission, ça veut dire que c'est très mal parti? Ça veut dire qu'il y aura un débat dans une semaine à nouveau avec tous les groupes. Pourquoi faut-il augmenter le SMIC à 1 600 € pour ce qui est de net et 2 050 € brut? Pourquoi? Parce que c'est nécessaire, parce que l'inflation est là, parce qu'aujourd'hui avec le salaire minimum, on ne peut même pas vivre décemment, à tel point que c'est la raison pour laquelle il y a même une prime d'activité qui vient se rajouter au SMIC. C'est dire que le SMIC, à l'heure actuelle, une fois de plus, ne permet pas d'avoir un logement, d'avoir une famille, etc. Donc il est temps de le faire, on peut le faire. Mais on sent bien que la majorité, c'est pas du tout son objectif. Oui, parce que donc est-ce que vous avez une chance d'avoir... c'est le débat, et puis de toute manière, ça sert à quoi? À prendre aussi un peu à témoin, si je puis dire, l'ensemble de nos concitoyens. Regardez le débat, les arguments que nous avançons. Aujourd'hui, il y a 157 milliards d'euros qui sont donnés en aide publique aux entreprises. Moi, la proposition d'augmentation du SMIC, ça coûterait 20 milliards, et la suppression de la CVAE, je suis peut-être un peu technique, et là, qui est proposée actuellement par le gouvernement, c'est la contribution sur la valeur ajoutée, ça coûterait aux caisses publiques 20 milliards. Donc, on peut le faire. De la même façon que dans ma proposition, ce que je propose, c'est une caisse de péréquation entre les grands groupes, qui ont des chiffres d'affaires supérieurs à 750 millions, qui contribueraient à une caisse pour aider les TPE, PME. C'est utile parce que si on augmente le SMIC, c'est de la consommation populaire. Que le petit commerçant qui m'écoute, le petit chef d'entreprise se dise pas « Ouh là là, de quoi il me parle ?» S'il y a de la consommation populaire, on va plus chez le coiffeur, on va plus chez l'épicier, on va plus chez le boulanger. Ça aide tout le monde. Donc c'est bien. Il y a un autre texte qui a été rejeté en commission, c'est l'interdiction de la corrida. Alors pour le coup, ça aussi, ça a aucune chance d'aboutir jeudi prochain. Eh bien, on verra. Mon ami Amérique Caron qui porte ce texte. La majorité, vraiment, après mais ça traverse tous les groupes. Ça traverse tous les groupes. C'est un peu transpartisan, comme on dit. C'est-à-dire dans toutes les familles politiques, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Vraiment, donc peut-être que en commission, c'est une chose. C'est seulement les membres de la commission, en l'occurrence la commission des lois, qui en a discuté. Puis le 24, comme vous l'avez dit, ce sera dans l'hémicycle avec tous les députés. Moi, je pense que j'aime la tradition taurine, j'aime ça. Culturellement, je suis originaire de Béziers dans le sud, mais la tradition taurine peut peut-être se passer de la mise à mort. Voilà. Donc il y a, si vous suivez en Camargue, dans les Landes, d'autres traditions taurines. Donc je crois qu'il faut comprendre que c'est pas un mépris vis-à-vis de toute une série de choses qui sont culturellement festives, intéressantes, les férias, etc. Mais c'est la particularité de ce qui est quelque chose qui aujourd'hui faut-il mettre en scène comme ça la mort d'un animal. Ça n'a pas toujours existé. Certains évoquent des traditions. Vous savez, moi, j'ai dit que j'ai venu de Béziers. L'affaire de Béziers, elle est née en 1968. C'est ma date de naissance. 54 ans, ça fait pas de moi la tradition. Vous voyez, on a eu existé sans feria, de mise à mort, et on peut continuer avec. Sur ces 12 textes en une journée, on sait qu'en moyenne, il faut à peu près 4 heures par texte. Ça veut dire que vous avez peu de chances d'aller jusqu'au bout de ces 12 textes. Oui, est-ce que vous allez devoir en supprimer? Non, mais c'est vrai qu'on n'a pas hiérarchisé, mais c'est comme ça. On présente 12 textes, et la dernière fois, l'année dernière, sur notre niche, on avait commencé le 8e texte. Bon, on verra. Ça dépend après de la passion qui est là. Nous, on fera attention. Moi, par exemple, qui suis donc chef de file sur ce SMIC à 1 600 €, je veillerai à ce que le débat ne déborde pas et qu'il n'y ait pas des astuces, en quelque sorte, de la part, de manière un peu taquine par les autres députés pour dire on passe énormément de temps pour pas discuter de la suite. Donc chaque chef de file sera vigilant, mais avant ça, les textes qui sont présentés, c'est des résolutions, notamment une qui permet l'inscription dans la Constitution du droit à l'IVG. Et ça a été voté à l'unanimité. Là-dessus, on peut avancer rapidement, c'est bien. Il y a peut-être une fenêtre qui s'ouvre. J'ai vu passer un tweet hier de Jean-Luc Mélenchon, ou avant-hier, qui affirmait que le gouvernement, Emmanuel Macron, allait faire passer la réforme des retraites en force lundi prochain. Alors, d'où elle vient, cette date? Ça vient du fait qu'à l'occasion du côté de la majorité, on dit qu'il n'en est pas question. C'est plus subtil que ça. À l'occasion du PLFSS, le projet de loi de finances de la sécurité sociale, adopté à l'Assemblée nationale, ou par le 49.3, mais qui arrive au Sénat, les sénateurs, eux, ont mis un amendement qui met la retraite à 64 ans. Donc, à l'occasion des questions au gouvernement, ma présidente de groupe, Mathilde Panot, a interpellé Madame la Première ministre en disant « Est-ce qu'à l'occasion de la deuxième lecture, est-ce que vous allez, quelque sorte, supprimer cet amendement de la part des sénateurs qui sont de droite ?» Eh bien, Madame Borne a été extrêmement floue. Donc nous, on dit quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup, on ne sait pas. Et Jean-Luc Mélenchon, par ce tweet, veut souligner et un peu dire à Madame la Première ministre, est-ce que cette réforme des retraites, avec laquelle nous sommes en désaccord, on le sait. Mais moi, j'ai rencontré le ministre du Travail, il parle de l'hiver, avant l'été, etc. Est-ce qu'ils le font dans le cadre
de discussion ou est-ce qu'il profite là d'une fenêtre en quelque sorte qu'il leur est donnée? Pour l'instant, c'est pas clair. Donc c'est pas clair. On regardera. Et voilà, on sera vigilant. On regardera lundi. Quand vous lisez à la une de l'Obs, je suis social-démocrate, et quand celui qui s'affiche à cette une, c'est le député insoumis François Ruffin. Vous dites quoi? Ça vous fait sursauter? Non, mais j'ai répondu par une même tribune dans l'Obs et j'invite à la lire. Moi, je dis, je suis pas social-démocrate. J'ai rien contre la social-démocratie. Il est dans votre camp pourtant, François Mais bien sûr, Ruffin. mais c'est ça qui est patient. Et c'est en plus mon ami. Donc il n'y a pas de problème, on discute. Maintenant, la social-démocratie, ça a eu existé en Europe du Nord, en Allemagne. Généralement, il y a un parti unique puissant de gauche avec un syndicat puissant qui négocie dans le cadre d'un certain âge du capitalisme. C'est-à-dire, on pouvait faire des compromis dans le cadre de la nation. Tout ça est dépassé. Moi, je suis pas social-démocrate parce que ce modèle-là, qui disait on produit des richesses et on partage avec les ouvriers sans s'interroger sur ce qu'on produit, avec peu de soucis écologiques. Et puisque le désaccord aussi que j'ai avec François dans ce grand article intéressant de l'Obs, c'est qu'il n'y a pas la question démocratique. Et moi, je pense qu'elle est au cœur du problème aujourd'hui. Nos institutions tiennent à distance le peuple. Donc c'est une belle discussion stratégique qu'on a. François Ruffin est invité par l'Obs. Moi, je lui réponds. On discute, c'est bien. D'accord, mais il est un petit peu isolé au sein des Insoumis. Un mot encore sur le retour d'Adrien Quatennens. C'est Jean-Luc Mélenchon qui expliquait récemment dans le Figaro qu'il préparait son retour à l'Assemblée, qu'il doit remonter à cheval et que vous alliez l'y aider. Ce sont ces mots. Est-ce que c'est pas un peu imprudent de dire ça? Il est toujours en arrêt maladie, il en est où? Je crois que là, maintenant, son arrêt maladie est terminé. Je vais être très honnête avec vous. Moi, je connais tous les protagonistes dans l'histoire. Adrien, qui est un ami, je connais sa femme, on va dire son ex-femme, sa fille, etc. Ils sont venus chez moi, je suis allé chez eux. Je suis pas le meilleur client pour parler de tout ça. D'autres amis s'en occupent parce que moi, ça me touche. Ça me touche. Je pense qu'Adrien a fait des choses, notamment une chose qui n'est pas acceptable. Mais à l'inverse, le sujet est complexe. Parce que dans tout ça, lui, il a dit les choses, il a rien caché. Je crois savoir qu'il est entendu par la juge. Et peut-être même que la juge s'exprimera prochainement. Et puis après, il faut prendre des mesures en fonction de ça. Pas à vie, comme ça, rester dans cette situation. À partir du moment où on reconnaît les choses, où vous tenez compte de ce que dit la justice, évidemment, la vie continue. C'est, d'un point de vue philosophique, mon idée des choses. Et donc, à court terme, il revient le mois prochain, vous savez rien. Il va y avoir une discussion prochainement et quelques personnes sont mandatées un peu pour essayer de voir comment c'est possible, de quoi on parle, voir avec lui, avec d'autres, etc. Le mondial de foot, ça commence dimanche. Je sais que vous êtes un grand fan de foot. Est-ce que vous allez regarder les matchs à la télé? Non. Je suis pour le boycott diplomatique d'abord. J'ai interpellé le gouvernement l'autre jour. Je ne suis pas pour que la ministre des Sports y aille. Je ne suis pas pour que le président de la République y aille. Emmanuel Macron qui dit qu'il ira si la France atteint les demi-finales, c'est une erreur politique. Lui dit qu'il ne faut pas politiser le foot et le sport en général. Non, mais cette Coupe du Monde n'est que politique. Et la presse est en train de nous le dire. Elle n'a été obtenue que pour des raisons politiques. Parce qu'un ancien président de la République, manifestement, est intervenu pour que le Qatar l'obtienne. Le Qatar qui a... Vous parlez de Nicolas Sarkozy. Oui, je parle de Nicolas Sarkozy. On peut aussi parler de Zinedine Zidane ou de Michel Platini. Oui, mais enfin, Zinedine Zidane, il n'a jamais été président de la République. Ce que vous lisez dans la presse à l'heure actuelle, qui nécessite que la justice s'en mêle. C'est-à-dire que le Qatar, y compris, a financé l'intervention militaire en Libye. On parle de ça. D'un point de vue géopolitique, c'est énorme ce qui est en train d'avoir lieu. Deuxièmement, le Qatar, les femmes n'ont même pas l'égalité avec les hommes. Elles sont sous tutelle des hommes. L'homosexualité est interdite. Pourquoi personne n'a rien dit il y a 12 ans? Mais moi, j'ai dit. Mais je suis pas ministre des Sports, je suis pas représentant de la FIFA. Aux supporters, aux footballeurs. Non, écoutez-moi. Écoutez-moi, Alix Bouillaguet. Moi, je me cache pas derrière les joueurs. Qu'ils aillent jouer, c'est pas un problème. Moi, je fais de la politique. Et je dis, le président de la France n'a pas à cautionner un régime monarchique réactionnaire dans lequel les homosexuels sont interdits et c'est puni par la loi, dans lequel les femmes sont ramenées au rang, il faut qu'elles aient un homme tuteur et dans lequel c'est une monarchie réactionnaire, il n'y a pas de syndicat, pas de parti politique. Donc le jeu c'est une chose, mais cette monarchie conservatrice et réactionnaire, moi je vais pas aller l'applaudir. Je ne suis pas d'accord pour le Qatar prenne une place de plus en plus importante dans le monde, à commencer par le sport français. Il y a un problème et j'observe que toute une série de gens, il y a une influence du Qatar dans la vie sportive et politique qui, du point de vue de l'homme que je suis, de l'homme de gauche, attaché aux droits de l'homme, je ne suis pas d'accord. Et donc je le dis à ma façon, en disant que les joueurs jouent, mais que ceux qui représentent la France n'y vont pas. L'équipe de France, elle n'a pas besoin de M. Macron pour gagner. Par contre, les droits de l'homme, ils ont besoin de la France pour être entendus. Vous étiez bien avec moi ce matin ? Je vous ai pas insulté. Est-ce que vous retournerez juste chez Cyril Hanouna qui lui a insulté votre député Louis Boyard? Alix, on n'a plus le temps, mais c'est une stratégie politique. Je vais partout, avec mes amis, où il y a des gens qui regardent. Il y a un public populaire qui regarde l'émission que vous évoquez. Il y a eu un clash et quelque chose d'inacceptable. Hanouna lui-même l'a reconnu. Il a dit qu'il fallait pas parler comme ça à un député. Moi, je suis pour que les Insoumis continuent à avoir cette stratégie d'aller dans le plus de médias. Maintenant, il faut évidemment s'assurer que on soit pas insulté. Mais après cette histoire, et je conclus, a mis à nu un sujet passionnant. Aujourd'hui, 80% des médias sont entre les mains de 8 milliardaires. Pas chez nous. Oui, vous c'est le service public. Alexis Corbière, merci beaucoup. Et je vous défends parce que vous êtes actuellement bien mal en pis avec la fin de la redevance télé. Merci. Il a posé d'autres problèmes. Merci et bonne journée. Alix, merci. On se retrouve dans la prochaine demi-heure. Merci Alexis Corbière.